Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je suis Alain Giffard, j'ai été le concepteur informatique de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque de France, Gallica. Et puis, je fais maintenant de la recherche sur la lecture numérique, c'est-à-dire sur le devenir de la lecture dans le cadre de l'environnement numérique. Le ministère de la Culture m'a commandé une étude sur cette question et j'ai publié un livre qui s'appelle « Des lectures industrielles ». Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous ? Je suis Sébastien Leclédeur, éditeur aux éditions Belin, éditeur indépendant depuis 2 siècles et demi, et je m'occupe à la fois de sciences humaines et de développement numérique de la maison. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Avec le web, il y a une transformation importante, c'est que la lecture numérique se met à exister. Avant le web, par exemple avec le traitement de texte, on a une lecture qui n'a pas le texte comme finalité. Un peu comme quand on va tirer de l'argent avec une carte bleue, on lit l'écran, mais on n'est pas venu pour lire le texte. Et à partir de l'invention du web, on a un grand nombre de textes qui se mettent à exister et on a une situation de lecture numérique à propos de laquelle on se demande est-ce qu'elle peut remplacer la lecture classique, entendue comme la lecture apprise à l'école et lecture sur le livre imprimé et sur le journal. Voilà la grande transformation. Avant le web, pas vraiment de lecture numérique, et à partir du web, une lecture numérique qui se met à exister. Pour aller dans votre sens, on peut même aller encore un petit peu plus loin et se demander si finalement le mot même de lecture ne va pas changer dans les années qui viennent. On disait auparavant lire un livre, regarder une vidéo. Demain, les livres seront sans doute multimédia. Il y aura à la fois de la vidéo et du texte. Donc est-ce qu'on lira un livre? Est-ce qu'on regardera un livre? Bref, quelles seront les terminaisons, le vocabulaire qu'on emploiera pour désigner cet acte de regarder, de lire des contenus, en fait, c'est ça qui va devenir sans doute le mot central. C'est en effet une question centrale. Et on peut aussi voir dans les jeunes générations, qui sont les lecteurs de demain, à quel point cette pratique de la lecture a changé. C'est pas vraiment, je crois, l'Internet qui a tout changé. C'est plutôt le type de service que l'Internet permet, dont le premier, c'est le web. Et le web repose sur un langage informatique, et c'est ce langage informatique, HTML pour le citer, qui va permettre à toutes sortes de personnes de publier beaucoup plus facilement des textes et de les mettre sur le réseau en passant par Internet. Et se met en place une situation de lecture numérique qui s'appuie sur une des caractéristiques du web qui est ce qu'on appelle le lien hypertextuel, c'est-à-dire la possibilité de sauter d'une partie d'un texte à une autre partie d'un texte ou d'un texte à un autre texte. Et c'est cette situation d'ensemble depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années qui constitue la nouvelle situation de la lecture numérique. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par Internet. C'est à la fois en effet le HTML, c'est aussi des applications. Aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie du flux Internet passe par des applications qui sont sur des téléphones mobiles ou sur des tablettes mobiles demain. Et donc ça pose aussi la question des supports de lecture qui apportent une profonde mutation et pour la presse, et pour l'édition, et pour les médias culturels dans leur ensemble. Alors je crois que justement ce que pose ce type de lecture, c'est une question d'évaluation. C'est qu'est-ce qu'elle vaut d'un point de vue intellectuel, qu'est-ce qu'elle vaut d'un point de vue culturel, et est-ce qu'elle est à même de se substituer à la lecture classique? Parce que si on parle de la lecture numérique, c'est un peu pour se demander si elle est la même chose que la lecture classique, ou si elle est une autre lecture, et si elle peut ou non se substituer à la lecture classique. Alors je ferai 2 remarques. La première remarque, c'est que ce type de lecture n'est pas nécessairement en elle-même hypertextuelle, dans le sens où ça n'est pas nécessairement le lecteur qui crée son chemin de lecture. Le lecteur suit ce qui a été indiqué par l'éditeur ou par l'auteur.
Donc avec le risque de passer d'une forme de lecture à quelque chose qui est plutôt une forme de zapping. Le deuxième point, c'est que ce type de lecture entre en concordance jusqu'à un certain point avec un type d'attention. On parle de hyper-attention, d'hyper-attention ou d'attention profonde, d'attention soutenue. La première attention, c'est une attention qui consiste à sauter d'une chose à l'autre, un peu comme on peut le faire avec les jeux vidéo. Et la deuxième attention, c'est cette attention-là qui est caractéristique de la lecture approfondie, de la lecture soutenue. Et donc le problème qui est posé, c'est est-ce que ce type de lecture numérique ne pousse pas vers ce type de zapping et vers ce type d'attention? Et le problème de fond, c'est que la lecture dans nos sociétés n'est pas simplement une technologie d'information et de communication, c'est aussi une technologie intellectuelle. C'est-à-dire que c'est une technologie qui associe la lecture, c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'écriture, avec la réflexion. Au Moyen-Âge, on disait la lectio et la méditatio, hein. Lecture et réflexion. Et c'est pour ça que l'écriture et la lecture ont une telle place dans nos sociétés. Et avec ce type d'attention dispersée et constamment relancée, semble bien contradictoire avec la pratique qui consiste à rattacher lecture et réflexion. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous, parce que moi je ne regrette pas les modes de lecture tels qu'ils existaient. D'une part parce que je pense qu'ils ne vont pas disparaître. Et moi je pense que dans l'avenir, ce ne seront pas forcément des modes concurrents, peut-être bien des modes complémentaires de lecture, où oui, aujourd'hui je ne lis pas le journal de la même manière que je le lisais il y a 10 ans, parce que j'ai plus le temps, je prenais le métro ce matin pour venir, j'avais acheté 2 journaux papier, et finalement j'ai dû lire sur mon téléphone portable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la place de déplier mon journal. J'ai le même désir que vous, hein, de complémentarité. Maintenant, les observations vont dans le sens contraire. La situation, qu'est-ce qu'elle est? Elle est que depuis, en France, c'est très précisément daté, c'est 1990, il y a une baisse très importante de la lecture classique, une baisse quantitative, que ce soit la lecture des livres ou la lecture des journaux. Et deuxièmement, il y a une baisse qualitative de la lecture, une baisse de la performance de la lecture, qui est mesurée par toutes les enquêtes, que ce soit les enquêtes nationales ou les enquêtes internationales, comme l'enquête que fait l'OCDE. Ce n'est pas du tout une situation propre à la France. Dans tous les pays développés, la performance de lecture des jeunes baisse depuis une quinzaine d'années. Bon. Donc ça, c'est pas dû à la lecture numérique, hein, c'est la toile de fond. C'est la télé. C'est la toile de fond qui existe. Bah, c'est dû à différentes choses, mais c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il y a un reflux de la culture écrite. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout aussi optimiste que vous l'êtes, parce que ce que je vois beaucoup plus dans les enquêtes qui sont menées, c'est la polarisation entre, d'un côté, une forme de culture de l'écran qui passe par les jeux vidéo, qui passe par le téléphone, et qui ne trouve pas à être relancée par la lecture traditionnelle et la culture écrite. Et puis de l'autre côté, ça c'est vrai, dans les milieux favorisés, favorisés dans le sens culturellement favorisés, des habitudes dans lesquelles on peut jouer le jeu de la complémentarité. Et donc, on continue à lire des livres, et lisant de manière traditionnelle, on est capable de rectifier, pour ainsi dire, ce qui ne va pas dans la lecture numérique. Moi je partage tout à fait l'évocation de ce risque. Pour moi, c'est le rôle de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des rôles fondamentaux de l'école, c'est d'apprendre à lire, d'apprendre à classer l'information. Lorsqu'on rédige des manuels scolaires, c'est pour ça qu'on accorde une place considérable aux sources. Dans les manuels, aujourd'hui, il y a de plus en plus de numérique, hein, il y a de plus en plus à la fois de liens, etc. Et donc, savoir d'où les gens parlent est en effet absolument clé. Donc, oui, mais pardon de vous interrompre. Je crois que le problème, c'est bien celui de la place de l'école, et c'est même celui de la place en général des puissances publiques. On a maintenant une situation qui est complètement nouvelle, parce qu'on a un face-à-face du public, c'est-à-dire des internautes, de ceux que j'appelle les lecteurs numériques, avec de nouvelles industries qui sont quasiment des industries de lecture. Qu'est-ce que c'est qu'une industrie de lecture? Pensons à Google, pensons à Amazon, pensons à Apple, mais l'exemple le plus typique, c'est Google. Ce sont des industries qui sont industries de l'information,
industrie culturelle, la numérisation, et puis aussi industrie du marketing, puisque le modèle d'affaires, le business model, comme on dit, repose sur la revente à la publicité. La grande transformation du numérique et de l'Internet, c'est qu'aujourd'hui, les industries sont du côté de ce qu'on appelle la demande. C'est-à-dire que ce que connaît Google, y compris quand il numérise, ce sont les lecteurs. C'est bien d'ailleurs ce qui pose un problème aux journaux et aux éditeurs de livres. Et donc, en réalité, le public, et au sein du public, les jeunes, ils sont en face à face avec Google, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec tout ce qu'on entend. Et c'est là qu'ils apprennent à lire de manière numérique. Ils n'apprennent pas la lecture numérique, on ne l'apprend pas à l'école, pour la bonne raison que personne ne sait pour le moment l'enseigner. Hein. La lecture numérique, à la différence de la lecture classique, elle n'est pas enseignée et aucun État dans le monde n'a résolu cette question de sa position par rapport à cette question de la culture numérique. Moi, j'ai eu en charge la politique nationale en France là-dessus, avec la mission interministérielle pour l'accès public à l'Internet, et tous mes homologues en Angleterre, aux États-Unis, se demandaient quel était le contenu de cette culture numérique, et notamment de cette lecture numérique, à laquelle on aurait pu former à l'école. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et donc, en réalité, les gens se forment sur le tas, dans un face-à-face avec les industries de lecture, et c'est là qu'il y a ce risque de polarisation que j'évoquais. Parce que ceux qui ont une bonne formation classique arrivent à rectifier, ils vont par exemple rectifier un résultat de Google, mais ceux qui n'ont pas cette formation classique, eh bien ils ont cette culture du zapping. Alors je suis pour partie pas d'accord avec votre analyse, parce que je pense, pour moi, un Google Books, demain un Amazon avec ses différents supports, en fait, dans la chaîne du livre, ce ne sont que des diffuseurs ou des distributeurs. C'est-à-dire, ils ne s'occupent pas de contenu aujourd'hui. Ces grands acteurs-là, ils sont forcés de gérer des grandes masses, des grands flux. Ils font du marketing, ce dont vous parliez, à très grande échelle. Un libraire, il va connaître son client, il va savoir ce qu'il aime. Il va se spécialiser sur un domaine, où il va avoir presque toutes les choses qui peuvent exister sur un domaine, etc. Donc je pense que les... moi je crois que vous vivez un peu dans l'illusion que ces grands groupes, qui sont vraiment ceux qui comptent pour la culture numérique et pour la lecture numérique, vont respecter la chaîne du livre. Ils ne respectent pas la chaîne du livre. Ils se saisissent... Ils n'ont pas le choix. Mais regardez... Pas le choix. Google a bien le choix. Regardez Google, il n'y a pas un éditeur qui a signé avec lui. Google, aujourd'hui, sur Google Books, il a certes numérisé, il a perdu des procès. Il a été obligé de retirer tous les contenus qu'il a numérisés sans accord. Et aujourd'hui, la seule chose que demandent les éditeurs, et c'est en train de se passer, c'est simplement de dire, voilà, aucun problème pour que vous diffusiez des contenus, vous savez mieux le faire que nous. Simplement, il y a des règles juridiques à respecter. Mais je pense que... La flèche n'est pas dans ce sens-là. Hein. La flèche, Google n'est pas un diffuseur. Google, c'est quelqu'un qui capte l'attention des lecteurs. La flèche, elle est dans l'autre sens. Pour vous, la flèche va du texte de l'auteur jusqu'au lecteur. Mais pour Google, la flèche, elle commence avec le lecteur. Il vient d'y avoir un procès. Vous parlez de procès. C'est un procès sur ce qu'on appelle le real-time ad, c'est-à-dire la publicité en temps réel. La possibilité pour Google d'envoyer une publicité dans la minute qui suit un acte de lecture. Bon, c'est ça la problématique de Google. Et pour en revenir à ce débat sur la lecture, ce que j'interroge, c'est le fait que la lecture numérique comme pratique et la formation à la lecture numérique comme initiation, comme culture, se font dans le cadre de ce face-à-face entre le public des lecteurs et des industries comme Google. Mon sentiment premier, c'est que même si la lecture de livres papier va diminuer au profit de supports numériques, c'est une évidence que personne ne conteste, je pense que le temps où le livre papier aura complètement disparu n'est pas arrivé. Ce n'est pas simplement un souhait ou une envie, c'est un constat. Moi, personnellement, j'ai tendance à préférer avoir un livre de poche sur la plage qu'un iPad ou une autre tablette pour éviter le soleil, l'eau, etc., tout ce qu'il peut y avoir. Bon. Donc, en fait... Arrêtons-nous un petit peu sur cet exemple de l'iPad ou des tablettes. De quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui? En fait, il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté un appareil qui est une machine à lire, ce que les Américains appellent un reader. Et à côté de cette machine à lire, il y a le contenu, c'est-à-dire le livre électronique lui-même, l'e-book. Bon. La première machine à lire, le reader, c'est une machine qui est vraiment différente de l'ordinateur, qui est différente aussi des tablettes comme l'iPad, parce qu'elle a
un système technologique qui permet une meilleure lisibilité. Pour simplifier, disons, un meilleur contraste pour la lecture. C'est la lisibilité du point de vue matériel. Et du point de vue du contenu, il y a, sur ces machines, mais aussi sur d'autres systèmes d'application, la possibilité de produire des e-books, c'est-à-dire des fichiers numériques qui sont organisés comme sont organisés les livres classiques. Donc on a maintenant ce nouveau système qui se présente et qui crée une nouvelle situation de lecture. Avec un défaut pour l'instant, c'est qu'il n'est qu'en noir et blanc. Pour l'instant. Moi je crois qu'il a d'autres défauts. Je crois qu'il a d'autres défauts. Mais il y a d'abord des avantages. L'avantage, c'est que l'amélioration de la lisibilité va favoriser l'attention. Et elle va justement permettre de reconstruire cette attention soutenue qui était caractéristique de la lecture traditionnelle. Il y a un inconvénient, c'est que pour le moment, ce ne sont pas des machines à lire universelles, et que donc la question de tout ce texte numérique, le texte des web, le texte des blogs et tous les autres textes, et de leur lecture, elle n'est pas réellement résolue par ces machines. Donc, je crois qu'on retrouve notre problématique antérieure, c'est qu'on va avoir des catégories de la population, des universitaires, des chercheurs, des étudiants qui vont utiliser ce type de matériel et ce type de livres électroniques. On va probablement les utiliser aussi à l'école, mais l'usage banal, courant de la lecture numérique, ce sera ce qu'on connaît actuellement sur le web ou sur l'Internet, ou des situations encore pires, comme ce qu'on connaît avec les téléphones. Donc je crois qu'il y a vraiment un risque de polarisation des deux types de lecture. Mon sentiment, c'est que dans un certain nombre de domaines, le livre papier va disparaître vite. Je pense en particulier à l'enseignement, je pense à la formation professionnelle, je pense à tout ce qui a trait aux besoins, voilà, on va dire, d'éducation ou de formation ou d'échange, où là, on n'a pas forcément envie d'acheter un livre papier sur un domaine voilà, qui n'a qu'un point dans son cursus universitaire ou autre. Donc là, le numérique peut aider. Par contre, je pense que sur la littérature, les beaux livres, que le livre-objet en quelque sorte, va rester pour ces publics-là. Quelle va être la réalité pratique, ou quelle est déjà la réalité pratique pour le lecteur? C'est celle d'un bric-à-brac. C'est-à-dire les ordinateurs pour lire le web, les téléphones pour lire des messages courts, des applications particulières sur le téléphone, les machines à lire du type des readers pour lire des livres, plus le livre traditionnel, plus les journaux. Je ne crois pas que ça puisse durer longtemps comme ça, et de toute façon, ce côté hétéroclite de l'offre technologique, qui a un coût d'ailleurs pour les éditeurs que vous êtes, puisqu'il faut éditer les livres sous des formats qui sont très différents, suppose une formation à la lecture et une pratique de lecture qui permet de réunifier l'ensemble. Or, moi, ce que je pointe, c'est qu'on a une situation dans laquelle, d'un côté, le déclin de la lecture traditionnelle, et de l'autre côté, l'absence de formation qui, une fois de plus, ne peut pas être prise en main ni par vous comme éditeur, ce n'est pas les éditeurs qui apprennent à lire, ni non plus par les industries de lecture, fait qu'on a un public de lecteurs qui est morcelé, comme il est déjà morcelé médiatiquement entre la télévision, etc. Il va être morcelé entre les différentes pratiques techniques de lecture sans avoir la possibilité de réunifier la lecture par une formation qui ne lui est pas donnée. Moi, je ne suis pas persuadé de ça, parce que je pense qu'en fait, le lecteur est toujours plus habile que ce qu'on croit. Et je pense par ailleurs qu'aujourd'hui, des propositions numériques qui sont en train d'être mises en place, la logique, c'est quoi? Tout support. Vous achetez un livre électronique, vous pouvez le lire sur votre téléphone, vous pouvez le lire sur votre tablette, vous pouvez le lire sur votre ordinateur, vous pouvez le commander en papier, un prix le cas échéant préférentiel, avec les ventes couplées aujourd'hui potentiellement marchent bien. Et donc je pense qu'en fait on va très probablement avoir commencer son livre. On va le commencer à lire sur son téléphone, puis on va ensuite le poursuivre sur son ordinateur, sur sa tablette à tel ou tel moment, puis pourquoi pas, quand on a plus de temps le week-end, être sur une version papier, ces choses-là. Et aujourd'hui, les offres qui se développent, c'est cette logique-là. Donc moi, je pense qu'en fait, il y aura une grande agilité
potentiel de lecture, ce qui ne résout pas la question. Permettez-moi de vous dire que j'ai peur que vous preniez vos désirs d'éditeur pour des réalités, parce que... Mais c'est pas un désir d'éditeur. Moi, ce serait beaucoup plus simple, comme vous le signaliez, d'avoir un seul support avec un lecteur qui achète un bouquin, qui télécharge une fois, c'est fini. Moi, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Mais l'économie de ces grands groupes, c'est quand même bien d'avoir une clientèle captive de lecteurs, et même s'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas donner accès à un grand nombre de contenus, Amazon d'abord, puis Apple ensuite, et y compris Google d'ailleurs d'une autre façon, ont tendance à flécher le lecteur vers les contenus qu'ils peuvent contrôler. Et ça, c'est une situation qui continuera à exister parce qu'elle est dans le sens de l'économie qui est favorable à ces industriels. Ils arrivent à la diffusion universelle, mais tant qu'ils peuvent avoir une économie propriétaire, comme disent les économistes, ils essayent de la défendre. Moi, en tant qu'éditeur, il y a une question qui me tarabuste, c'est qu'est-ce que c'est qu'un livre demain ? Aujourd'hui, quand on parle d'e-book, ce que vous évoquez, de fichiers, on parle de la transcription d'un livre papier vers un livre numérique. Le même, le texte qu'on lit en continu, comme vous le signaliez, avec le temps de la réflexion, entre guillemets, lecture traditionnelle. Or, ce qu'on sait, c'est que demain, ces livres, pour peu que ce mot soit encore valable, ne ressentent pas cette forme-là. Ça existe déjà aujourd'hui. Hein. Si vous regardez les feuilletons qui sont sortis, par exemple, dans Le Monde, on a des vrais écrivains, des vrais auteurs, qui écrivent des romans policiers, faisant appel, certes, à du texte, à du livre traditionnel, mais aussi à des renvois vers des sites internet, à des profils Facebook, à voilà, tout un ensemble de choses. Et le lecteur est amené à la fois lire dans son journal certains passages du livre, mais aussi à aller investiguer par lui-même, etc. Donc on s'aperçoit que quand on parle de livres et de livres numériques, définir ce que ce sera demain est très compliqué. Parce que ce ne sera certainement pas la transcription pure du livre papier vers le livre numérique. On aura forcément une nouvelle manière de réfléchir, d'écrire, d'interagir. Justement, la lecture numérique, ça n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Ouais. Les premiers travaux pour réfléchir sur une machine de lecture numérique, c'est le MEMEX, ça s'appelait MEMEX, d'un chercheur américain qui s'appelait Vannevar Bush, c'est 46-47. Ted Nelson, l'hypertexte, c'est années 60. On a ensuite le web, on a ensuite les technologies que nous avons évoquées, ces machines à lire que sont les readers, et à juste titre, vous dites que le texte numérique et le livre numérique vont être autre chose que la copie du texte et du livre papier classique imprimé. C'est justement pour cette raison que nous sommes dans une période de transition technologique longue, hein, qui se compte non pas en mois et en années, mais en dizaines d'années, que la question de la formation à la culture numérique et à la lecture numérique doit être posée de manière, je trouve, absolument centrale. Ce que je critique, parce que je le critique, dans la situation actuelle, c'est qu'au lieu de réfléchir sur ce que devrait être cette lecture, sur les méthodes de formation à cette lecture, et sur la méthode d'ajuster la pratique de lecture à cette technologie qui est en transformation. On a un dispositif dans lequel le public doit en quelque sorte se débrouiller, comme les éditeurs aussi doivent se débrouiller, avec les propositions de ceux que j'appelle les industries de lecture. Et moi je crois que dans toutes les grandes périodes de l'histoire de la lecture, elles correspondent à des décisions fortes, qui ne sont pas forcément prises par l'État, ça peut être prise par d'autres organismes, mais en tout cas des décisions par lesquelles la société dit on va considérer que la lecture c'est ça, et à un moment donné, dans nos sociétés occidentales, on a considéré que la lecture c'était pas simplement s'appuyer sur les capacités de l'écrit à communiquer, mais que c'était s'appuyer sur les capacités d'articuler écrit et pensée. On ne le faisait pas avant, à un moment donné on s'est mis à le faire, et on s'est mis à apprendre aux enfants à lire, et à écrire comme ça. Et on l'a généralisé, disons pour simplifier, en France à la fin du 19e siècle, avec Jules Ferry. C'est pas simplement l'école, ça conditionne aussi la République, parce que la République suppose des citoyens qui savent lire et qui savent écrire. Mais est-ce que aujourd'hui, je finis, aujourd'hui on a pour la lecture numérique
une situation qui est complètement différente, dans laquelle on a une formation chaotique, et qui ne peut pas ne pas être chaotique, puisqu'elle est, comme vous le disiez à juste titre, dépendante d'une évolution technologique qui n'est pas mature et qui n'est pas stabilisée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup, est-ce que le constat qu'il est difficile d'apprendre quelque chose qui bouge tout le temps, qui change tout le temps, est-ce que, in fine, la clé de tout ça n'est pas l'esprit critique? Est-ce que l'éducation, est-ce que l'enseignement, qu'il soit à l'école ou en dehors de l'école, ce n'est pas forcément d'apprendre à lire les différents types de formats numériques qui existent, etc., mais former l'esprit critique, ce qui est l'un des buts premiers de l'école, des enfants pour que, oui, ils sachent demain, quel que soit le support, quel que soit le média considéré, être capable d'exercer l'esprit critique et de dire « Ah ben oui, c'est telle personne qui appartient à tel journal ou au contraire à tel lobby qui a écrit, donc ça veut dire quelque chose, etc. » Mais l'esprit critique en tant que tel, ça c'est le rôle de l'école. Et moi, je vous rejoins sur la formation à l'esprit critique. Je pense que cette formation à l'esprit critique, c'est d'ailleurs une formule que j'emploie précisément, elle doit être étendue à la capacité de comprendre, d'analyser et de critiquer les instruments de lecture eux-mêmes. Et justement de comprendre les limites. C'est-à-dire que lorsque vous avez une requête sur Google et que vous avez un résultat, vous devez connaître un peu le sujet tel qu'il est à l'extérieur du web et un peu la méthode de Google. Et c'est ça, avoir l'esprit critique. Donc c'est un esprit critique sur le contenu de l'information, mais qui est forcément articulé sur un esprit critique sur l'appareil de lecture, sur la technologie elle-même. Et je crois que précisément aujourd'hui, la mise en place d'une formation à la lecture numérique et plus généralement à la culture numérique, et surtout cette capacité à assurer l'articulation entre lecture et réflexion, ça n'est rien d'autre que l'apprentissage de l'esprit critique des technologies de lecture numérique. Tout à fait, ça, je suis absolument d'accord avec vous. Mais moi, je vois, en tant qu'éditeur, on va s'adapter aux nouvelles modalités de lire des gens. Et c'est souvent pas l'inverse qui se passe. Hein. On s'aperçoit, oui, qu'aujourd'hui, pour un enfant, l'apprentissage, ce n'est plus forcément aussi statique que ça l'était auparavant, où on demandait aux enfants de rester 4 heures devant un livre ou un cahier, voilà, et que cette notion d'interactivité, aujourd'hui, on ne peut pas revenir dessus. Nous, en tant qu'éditeurs, en l'occurrence scolaire, on est obligé de prendre en compte le fait que cette culture numérique, auquel il faut former, mais dont les enfants aujourd'hui sont oui, mais cette culture numérique, elle n'est pas créée par les jeunes comme ça, par engendrement spontané. Non, pas du tout. Ils se la créent entre eux. Non, elle est créée dans le cadre des réseaux sociaux, elle est créée dans le cadre des rapports avec Google, et donc les jeunes, puisqu'on parle d'eux, ils essayent de se débrouiller avec ce qu'on leur propose. Et le problème que vous avez, vous, c'est que si vous vous adaptez... Ah, écoutez, il y a des choses qu'ils font très très bien, mais tous les tests qui sont faits, moi j'ai mis en place les espaces publics numériques et les espaces culture multimédia, tous les tests qui étaient faits sur la connaissance des outils de base du web montraient que la majorité des jeunes ne comprennent pas comment ces instruments-là marchent. Bon, je crois qu'il y a une nécessité de former à la lecture numérique, parce que vous-même vous allez vous adapter, mais si vous vous adaptez à des gens qui lisent de moins en moins, à des gens qui deviennent des quasi-illettrés, vous voulez vous adapter, mais pour leur proposer des choses qui ne seront pas lues. Et c'est bien ce qui s'est passé pour la presse. La presse ne cesse de s'adapter en permanence à un public qui a de moins en moins envie de lire, et elle propose des produits qui ne plaisent plus aux gens qui veulent lire et qui ne plairont pas à ceux qui ne veulent plus lire. Donc l'adaptation pour les éditeurs de contenu est un véritable problème si la formation à la culture numérique et d'ailleurs à la culture classique n'est pas garantie. Comme vous le dites, ça n'est pas le travail des éditeurs, mais c'est bien le travail de quelqu'un. Et ce travail doit être fait quelque part, en particulier au sein de l'école. Et en même temps, je pense qu'on est toujours dépassé par les utilisateurs. Et que ce ne sont pas, en fait, fondamentalement, les grands groupes qui dessinent l'avenir du web. Quand on prend des Facebook ou des Twitter, c'est pas un Google ou un fonds d'investissement américain ou je ne sais quoi qui a créé ces entités-là. C'est une petite start-up qui s'est créée dans un coin à 3 personnes et qui finalement a trouvé un public et un écho,
est très fort, avec des nouveaux usages qui changent en permanence. Sans doute que Twitter ou Facebook seront demain dépassés par d'autres outils ou réutilisés autrement. Donc je pense que tout ça change en fait extrêmement vite et qu'on est toujours étonné de voir à quel point les utilisateurs, et qui plus est les jeunes générations, parce que c'est elles qui innovent le plus dans ces domaines-là, réinventent en permanence et dépassent en permanence les plans des éditions, des industries culturelles en général. Moi, je vous rejoins sur une chose, c'est que c'est d'ailleurs ce que dit la théorie de la lecture, hein, c'est que les pratiques des lecteurs sont autonomes par rapport à tout ce qui leur est proposé, que ce soit d'un point de vue éditorial, que ce soit du point de vue institutionnel, que ce soit du point de vue technologique. Les grandes révolutions dans l'histoire de la lecture sont très différentes des grandes révolutions dans l'histoire du livre. L'imprimé, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'a pas entraîné une grande révolution dans l'histoire de la lecture. Par contre, la lecture silencieuse, c'est une grande révolution, et il n'y a pas eu beaucoup de transformations du côté du livre. Donc, c'est vrai que le public a des pratiques qui sont autonomes par rapport à ce qui lui est proposé, et c'est encore plus vrai dans la mesure où, avec le numérique, il peut choisir, et comme vous le disiez, par exemple Twitter, par exemple les blogs, etc. Ceci dit, ce choix, il le fait en fonction des instruments intellectuels qu'il a. Et moi, ma crainte, c'est que ces choix soient polarisés entre deux grandes tendances, hein. Les choix, je dirais, des riches culturellement, qui, eux, peuvent choisir entre une panoplie extrêmement variée, avec l'assurance d'une culture écrite traditionnelle et la possibilité de bien faire son marché et de rectifier ce qui ne va pas dans la lecture numérique. Et puis, de l'autre côté, c'est les pauvres dans l'ordre culturel, dans l'ordre intellectuel, qui, eux, sont amenés à une culture d'écran, hein, qui est centrée, qui est sur le téléphone portable, sur les jeux vidéo, sur des modes d'écriture de ce type-là, et qui ne sont pas en mesure de vraiment définir une pratique autonome, mais sont plutôt, en quelque sorte, dans des activités qui sont définies par le marché lui-même. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.